Le président chinois se prépare déjà au 100e anniversaire du régime communiste qui doit avoir lieu en 2049. Il promet que son pays sera le leader économique mondial. Comment la Chine compte-t-elle arriver à ses fins? Est-ce que ses objectifs sont une menace à l'ordre mondial? On en parle bientôt avec Éric Mottet, mais avant, un survol des enjeux. Le pays le plus peuplé du monde cherche à s'établir comme leader de la gouvernance mondiale. La Chine est en train de créer un réseau mondial d'infrastructures stratégiques dans le cadre des nouvelles routes de la soie, lancées en 2013 par Xi Jinping et rebaptisées One Belt, One Road. Beijing investit ou prête des milliards de dollars dans le monde pour construire ou acheter de grands chantiers. Depuis 2019, l'Italie est le premier pays de l'OTAN à s'être engagé dans le projet. 我们将坚持多边主义，推动形成以高峰论坛为引领，各领域多双边合作为支撑的架构，使我们的合作既有理念的引领、行动的跟进，也有机制的保障。 L'arrivée de Xi Jinping à la tête du Parti communiste en 2013 a marqué un véritable tournant dans la stratégie du pays qui s'implique de plus en plus dans les organisations de gouvernance multilatérales et qui cherche à s'imposer dans la compétition économique mondiale. Pour le 100e anniversaire de la République populaire de Chine, prévu en 2049, Xi Jinping aimerait que son pays soit leader de la production manufacturière et technologique. Selon le pionnier chinois de la recherche en intelligence artificielle, Kai-Fu Lee, si les Américains ont été les leaders dans l'ère de la découverte, les Chinois seront les leaders dans l'ère de l'implémentation. Nous avons avec nous en studio Éric Mottet, professeur du département de géographie à l'Université du Québec et directeur adjoint du Centre québécois d'études géopolitiques. Bonjour, M. Mottet. Bonjour. Bienvenue à Arrêt sur le monde. Merci pour votre invitation. Alors, on parlait du plan du président de faire de la Chine le leader économique mondial en 2049. Comment ils vont arriver à cette fin? Alors, Xi Jinping n'a pas été le promoteur au départ de cette émergence de la Chine, puisque son prédécesseur Hu Jintao était le premier à voulu mettre sur la carte finalement la Chine à partir du début des années 2000. Mais c'est vrai que depuis 2012 et depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, on voit bien qu'il y a une accélération de cette volonté de faire de la Chine, peut-être pas la première puissance économique mondiale, mais au moins une des grandes puissances économiques mondiales, politiques et idéologiques. Ensuite, alors, quelles sont les stratégies mises en place par la Chine? Elles sont plusieurs et elles sont simultanées. Tout d'abord, il faut insérer la Chine dans le système international. Alors, comment est-ce que la Chine fait cette insertion? Elle le fait à travers les grandes agences, à travers les grands systèmes internationaux. On l'oublie trop souvent, mais la Chine est un bon élève aux Nations Unies. La Chine est le deuxième financier des Nations Unies. Ils ont également pris la tête d'un certain nombre d'agences des Nations Unies. Ils sont ici également parmi les 5 grandes puissances qui gèrent les Nations Unies. Parmi les membres du Conseil de sécurité, la Chine est aussi le pays qui fournit le plus de casques bleus. Ça, on l'oublie trop souvent. Donc à la fois cette volonté d'être un bon élève dans le système international, mais il crée en parallèle de nouvelles agences, de nouvelles institutions. La plus connue, c'est la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et qui vient directement concurrencer la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement qui est gérée en partie par le Japon ou la Banque d'investissement européenne. Donc il y a cette stratégie et là-dessus se superpose la promotion du système chinois, le système politique, social, économique, qu'on appelle souvent le consensus de Beijing ou de Pékin, qui s'oppose au consensus de Washington. Et on le connaît, ce système, on sait comment il fonctionne. C'est un système qui est un système, on va dire, autoritaire sur le plan politique, qui contrôle socialement sa population, qui planifie son économie, qui implante des zones économiques spéciales. Il fait aussi la promotion d'un monde post-Occident, il faut jamais l'oublier, ça aussi. C'est-à-dire que nous, la population canadienne, nous sommes peu touchés par cette propagande, mais par ce discours chinois, mais il est extrêmement présent dans les pays en développement. Et ça a l'air de quoi, donc, un monde post-Occident? C'est un monde où les pays émergents et les pays en développement auraient plus d'importance, plus de poids politique et plus de poids économique, et bien sûr un monde où la Chine serait absolument centrale. C'est l'idée
bien sûr, de la Chine. Et dans ce moment, dans quelle région du monde ces idées-là sont les plus populaires ou est-ce qu'il y a une résistance au contraire à ces idées? On les retrouve quasiment de partout. On les retrouve dans l'environnement régional direct de la Chine, en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est, en Asie centrale. D'ailleurs, l'Asie centrale est une zone où il y a concurrence actuellement entre la Russie et la Chine. On les retrouve beaucoup en Afrique, on les retrouve en Amérique du Sud. Finalement, il n'y a bien que l'Europe et encore une partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord qui n'est pas sensible finalement à ce genre de discours. Mais les pays de l'Europe de l'Est sont sensibles à ce genre de discours. Donc on se rend compte finalement que ce consensus de Beijing trouve quand même un écho très favorable à l'échelle de la planète. Et donc, on a souvent l'impression, en tout cas du point de vue occidental, que la stratégie de la Chine est largement économique, accompagnée de politique. Ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est peut-être même que l'économie vient plus au service du politique. Lequel des deux prime dans les... Effectivement, c'est une transition maintenant qui est très claire. Pendant très longtemps, pendant toutes les années 2000, c'était les investissements et l'économique qui étaient en première position. Aujourd'hui, il y a bel et bien une dimension politique. La Chine fait la promotion de son système, tout simplement, à travers le monde. Et il y a aussi une dimension idéologique. Il y a aussi cette volonté pour la Chine de créer un monde post-États-Unis, post-Occident. Donc encore une fois, en véhiculant ces valeurs. Donc il y a au départ une dimension, il y avait une volonté économique, maintenant il y a une volonté politique et peut-être bientôt demain idéologique. On l'a vu par exemple avec le Xinjiang. Et donc, il y a certains projets qui sont mis de l'avant énormément. On parle des nouvelles routes de la soie. Vous êtes un expert de ce projet-là. Comment ça s'inscrit dans l'approche, en fait, qui est, si on comprend bien, à plusieurs pattes là, de la Chine? Le projet des nouvelles routes de la soie est extrêmement intéressant parce qu'en fait, il est multiforme. Et on l'oublie trop souvent. C'est vrai qu'on s'intéresse toujours aux infrastructures terrestres ou maritimes, les ports, les routes, les trains à grande vitesse. En fait, il y a une multitude d'autres dimensions. Il y a par exemple la volonté pour la Chine d'harmoniser les systèmes éducatifs, c'est-à-dire d'imposer ou du moins de vendre au pays, dans son environnement régional, dans un premier temps, son système éducatif. Il y a une volonté de vendre aussi son système de santé. Il y a une volonté de vendre ses systèmes énergétiques, notamment la technologie du nucléaire qui est très présent en Chine. Donc c'est multiforme. C'est aussi une volonté de vendre sa technologie. On l'a bien vu à travers la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Derrière tout ça, il y a bel et bien une volonté d'imposer sa technologie et les États-Unis de stopper justement cette émergence technologique de la Chine. Donc en fait, les routes de la soie, oui, effectivement, ce sont pour l'instant, essentiellement des trains à grande vitesse, des routes, des autoroutes, des ports, mais en fait, en réalité, il y a tout un tas de projets multiformes qui arrivent et qui sont déjà en construction ou en implantation dans les pays comme l'Afrique, comme l'Asie centrale ou les pays d'Asie du Sud-Est, par exemple. Ils ont commencé cette approche-là un peu plus tôt en Afrique. On parle de la Chine-Afrique. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que le projet est déjà arrivé au bout de ce que les Chinois voulaient faire ou au contraire, on est encore au début d'un développement de la Chine-Afrique? Alors, il y a eu plusieurs phases de la Chine-Afrique. Il faut savoir que les Chinois ont été présents dans les années 50, 60, 70, 80. Mais à partir des années 90 et 2000, on a vu des investissements massifs, notamment dans les infrastructures, dans la quasi-totalité d'ailleurs des pays africains. Aujourd'hui, on est passé à une seconde phase, c'est-à-dire qu'on investit un petit peu moins dans les infrastructures, mais maintenant on est en train de vendre, d'une certaine façon, d'implanter la technologie chinoise, notamment des télécommunications, dans les pays africains. Malgré tout, ça n'enlève pas le fait qu'il y a quand même des problèmes, et c'est ce qu'on lit régulièrement d'ailleurs sur la Chine-Afrique. Il y a un certain nombre d'auteurs qui annoncent la fin de la Chine-Afrique. En réalité, elle est bien présente, elle fonctionne. La Chine reste le premier investisseur en Afrique, mais il y a des problèmes, notamment non pas avec les investissements, mais des problèmes surtout avec la communauté chinoise qui est implantée en Afrique et qui pose problème, notamment à la criminalité organisée chinoise qui s'est implantée dans un certain nombre de pays africains. Est-ce qu'on voit un ressac? Est-ce qu'on voit même une certaine rébellion contre ça? Il y a des expulsions. Il y a un certain nombre de pays qui ont expulsé des ressortissants chinois à cause justement de leurs pratiques criminelles. Il y en a aussi qui sont expulsés puisqu'ils sont sans visa, ils n'ont pas à être là. Donc il y a des problèmes. Il y a ressenti effectivement parmi la population africaine, notamment le fait que les commerçants chinois importent bien sûr massivement des produits fabriqués en Chine et ça détruit progressivement en fait le tissu commercial africain. Ailleurs dans le monde, il y a une grande diaspora chinoise. Il y en a une au Canada, aux États-Unis. Est-ce que cette diaspora-là fait aussi partie du plan de la Chine?
Oui, d'ailleurs, le gouvernement chinois parle souvent de 3 Chines. Alors il y a la Chine continentale, il y a la Chine dans laquelle elle inclut Taïwan, et puis il y a une Chine qui est la 3e, qui fait référence donc à la diaspora. Et donc, bien évidemment, elle veut que la diaspora chinoise fasse partie du projet de la Grande Chine, et elle fait le nécessaire. Malgré tout, parmi cette population chinoise, cette diaspora chinoise, il y a des Hongkongais, il y a des Taïwanais, il y a des gens qui ne sont pas du tout pro-Pékin, on va dire. Récemment, dans l'actualité, on a beaucoup entendu parler de la confrontation entre la Chine et les États-Unis, entre Trump et le président Xi. Est-ce que ça, on voit une différence? On s'attend à la signature d'un traité de commerce incessamment. Est-ce qu'on s'en va vers une normalisation de ces relations-là ou au contraire, le traité, ce n'est qu'une petite roche à côté d'un gros caillou dans le soulier? Alors, il ne faut pas oublier que les hostilités ont été ouvertes par l'administration Trump pour 2 raisons, avec 2 objectifs principaux. La première, c'est de rééquilibrer la balance commerciale qui était très déficitaire et au désavantage des États-Unis. Et la seconde, c'est de bloquer, ou du moins de ralentir considérablement la montée technologique de la Chine. Alors, avec cet accord signé en janvier, c'est en partie, les États-Unis vont en partie répondre à ce déficit commercial, puisqu'il y a un engagement d'achat de 200 milliards de produits chinois aux États-Unis pour les 2 prochaines années. Donc ça va commencer à réduire progressivement la balance commerciale. En revanche, rien n'est réglé sur d'autres domaines, notamment sur la dimension technologique, puisque vous savez qu'un certain nombre aujourd'hui de produits de très haute technologie sont interdits d'exportation en direction de la Chine. Alors ça ralentit bel et bien la progression technologique de la Chine, mais la Chine finalement a accéléré ses investissements. Elle vient d'investir sur la dernière année 50 milliards de dollars uniquement dans la construction des semi-conducteurs, les puces, qui sont absolument essentielles à la très haute technologie. Donc en fait, c'est un petit peu contre-productif, c'est-à-dire que c'est productif du côté commercial pour la balance commerciale, mais c'est contre-productif d'un point de vue technologique, puisque la Chine augmente ses investissements, accélère ses investissements, avec comme objectif aujourd'hui d'être entièrement autonome des États-Unis sur le plan technologique à partir de 2030. Donc, la compétition a finalement a renforcé une partie de la Chine. Un des pays qui se ramasse pris au milieu du conflit entre la Chine et les États-Unis, c'est le Canada, notamment avec l'extradition de la patronne de Huawei. À quoi on peut s'attendre pour le Canada? Les relations sont très difficiles. Dès que le Canada lève le ton, la Chine amène des représailles économiques. Est-ce que ça, on peut s'attendre? Est-ce que ça s'améliore? Difficile à dire. La relation d'ailleurs avait commencé à être compliquée bien avant d'ailleurs l'arrestation de Mme Mme Wang donc à Vancouver. Les relations avaient été compliquées bien 2 ans avant, puisque ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la Chine voyait d'un très bon œil d'ailleurs l'élection de Justin Trudeau en ayant en souvenir la relation bonne qu'avait entretenue son père avec le Canada, mais tout s'est dilué très vite. Le Canada a commencé à prendre des positions notamment très progressistes qui ont beaucoup embêté. Donc la Chine, notamment sur le droit du travail par exemple, ou le droit environnemental. Et les choses se sont diluées très vite. Aujourd'hui, bien difficile de dire quelle va être la trajectoire. Visiblement, en tout cas, de ce qu'on comprend, c'est qu'Ottawa a renouvelé le contact et le dialogue avec Pékin, ce qui n'était pas le cas depuis un petit moment. Donc peut-être que le fait que les États-Unis aient un accord signé va peut-être permettre au Canada de revenir dans les discussions, de renégocier des choses, ou du moins de lever les sanctions de façon partielle ou totale. On verra bien, mais encore une fois, il est bien difficile de savoir quelle va être la trajectoire des relations entre la Chine et le Canada, mais a priori, le dialogue est renoué. On va suivre le dossier. Merci beaucoup, M. Mottet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.